Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivor, le podcast. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Tocine et d'Eddy. Hello! Et aujourd'hui, nous recevons Harmonie Duhalde, voilà, qui présente Bienvenue, l'entreprise Harmonie. Philharmonie, qui aide les dirigeants à comprendre leur stress et surtout les aider justement à les accompagner sur ce sujet qui est évidemment un sujet très vaste. Alors déjà, bonjour, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité ? Bonjour et merci à vous deux pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis très contente d'être là déjà. Nous également, de t'accueillir. Merci. Alors oui, je peux présenter ce que je fais. Donc je partage mon activité entre deux structures, la mienne, Philharmonie, où j'accompagne les dirigeants à comprendre leur stress et on reviendra pourquoi j'utilise ce mot-là. Et puis aussi l'entreprise ActiStress, donc un centre de traitement et de prévention du stress et du burn-out. D'accord. Là, c'est un peu plus précis. Ah, là, plus déjà. précis. Ouais. Et comment tu es venu, comment t'es venu justement à aller vers cette activité-là ? Alors, sur tout ce qui touche autour du stress et des émotions, surtout. Ça, c'est vraiment ma marque de fabrique, l'intelligence émotionnelle. Ça a été un levier important. Et je pense qu'il y a eu vraiment un gros pavé dans la mare, entre guillemets, le gros déclic pour moi. Donc, j'en ai bien eu un. Voilà, sans aller dans les détails du détail, mais je me retrouve à 29 ans, avec déjà 2 enfants et puis enceinte de ma dernière fille. Je divorce. Je vis à l'époque au Canada. Et donc, je quitte le Canada puisque ma famille est en France. Donc, je divorce et j'arrive en France avec 2 filles et demie. Et donc, mes 2 premières filles avaient à l'époque 2 ans et demi et 1 an. Donc, elles étaient petites. Et donc, j'arrive en France avec pas de boulot, pas d'appart et un divorce en cours. D'accord. Et là, je me dis, là, ça va être Là, c'est chaud. Là, ça va être chaud. Voilà, je passe le gros mot, mais là, ça va être super chaud, quoi. Et je le réalise et je passe en mode, comme beaucoup ont pu faire, en mode pilote automatique, en fait. Il y a des priorités à gérer, il y a les enfants. Faire ce que tu dois faire. En fait, on n'a pas le choix à un moment tuer donné. tes émotions. C'est ça. Tu mets un petit couvercle et t'y vas, quoi. Et pour ajouter du fun à tout ça, j'étais à l'époque en obésité morbide, donc peu compliqué. Ouais. Oh, waouh! Et comment on tombe dans l'obésité morbide? Je pense en s'éloignant de soi, en fait. Je pense que Ce sont des événements qui font qu'on s'éloigne de soi? Ouais, une adolescence un peu compliquée, à l'école un peu compliquée aussi. J'étais, c'est très à la mode en ce moment, mais tu sais, le fameux HPI. Ah oui. Qu'on ne parlait pas à l'époque parce qu'on ne mettait même pas de nom On disait à juste ça. que tu étais perché dans ton monde avec tes bouquins alors que tu avais 8 ans. Et donc, beaucoup de moqueries, etc. Donc, en fait, peu à peu, je glisse un peu comme ça et je me fais un peu une armure qui prend de la place. Mais tu dis être partie au Canada, donc tu étais dans cette activité-là auparavant ? Pas du tout. Dans quelle activité tu étais avant ? En fait, j'étais toujours intéressée par ce qui était autour de la psychologie, des émotions, mais en fait, j'étais toujours sur plein de sujets. Et puis, la réalité fait que tes parents te disent de faire un choix, un truc un peu classique. Puis, comme tu n'as pas envie de choisir, parce que j'avais envie de tout faire, je fais un peu comme les copines et je dis, je vais faire un BTS assistante de direction. Alors D'accord. Que Donc un truc, je parle un petit peu anglais. Un truc qui n'a rien à voir et surtout qui ne te bottait pas apparemment. Qui me bottait pas du tout, mais il fallait choisir vite. Et j'ai dit mes copines vont là, j'y vais aussi, quoi. Ok. Et je fais ça. Et du coup, le son fun, quoi. Ouais, sans fun, donc avec un peu de chance et un peu de facilité, ça passe, quoi. Et c'est l'expérience donc que tu nous parles qui a fait que... Et non, et finalement, j'arrive en France et je me dis, donc ma 3e fille, Clara, naît. Et puis, à un moment donné, je me regarde et je me dis, mais en fait, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi. Et d'un seul coup, je me dis, faut que je vive, en fait. Faut que je me prenne en main et que je vive. Et là, je me dis, mais en fait, tout ce qui m'est arrivé, là, de trouver cet appart, trouver le boulot,
Je me remets au sport intensivement. Enfin, je me mets tout court parce que je m'y étais jamais mise. Je m'y mets et je perds une 60aine de kilos en 2 ans, quoi. Donc, et je me dis, mais en 60 fait, kilos. Ah oui, j'ai une expertise du stress, finalement. tout est possible. Mm. Tout est possible, vraiment. Et c'est vraiment cette prise de recul qui te fait dire, bah non, en fait, j'ai cette expertise, je vais me servir de ce qui m'est arrivé en termes d'outils, en termes de compréhension de soi, et je vais peut-être le mettre au service des gens, quoi. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de l'obésité. Ouais. Tu m'expliques que c'est voilà, un mal-être, surtout avec l'école et le fait que il y avait un décalage entre qui tu étais et qui les gens s'attendaient à ce que tu sois, qui t'a fait tomber dedans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu y es arrivé et comment tu as fait pour en sortir? En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de point où c'est arrivé comme ça. Ça s'est installé très passivement, en fait. Et puis, quelque part, je me disais, au final, j'avais pas la sensation d'avoir tant de valeur que ça, en fait. Donc, est-ce que tu trouves que en mangeant de façon un peu exagérée, tu étais en train de te punir ou te consoler, ou les deux? Ah bah les deux. Les deux, ouais. Je pense que c'était une forme de consolation. Je comblais un manque, en fait. Vraiment, je mangeais pour combler ce manque. J'avais la sensation de ne pas être comprise. Ouais, j'avais la sensation de ne pas être à ma place aussi. Sur la terre ou Non, d'être entourée de gens qui ne me comprennent pas, en fait. Et donc, je me suis toujours dit que le problème venait de moi. Au lieu de... J'étais trop jeune, hein, en période d'adolescence. Donc ça a duré longtemps, justement? Ouais, jusqu'à presque 30 ans, quoi. 30 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu perdes 60 kilos? La survie, vraiment. Je me suis dit, là, en fait, non, il faut que je vive et pas que je survive. Ça a été le switch, en fait. Il y a un déclic. Ouais. Mais finalement, d'avoir vécu ça, est-ce qu'aujourd'hui, ça t'aide justement à accompagner les gens que tu as En surpoids. et justement qui ont des problématiques? Parce que tu nous as parlé du stress, mais tu fais pas que ça. Il n'y a pas que le stress. Alors, non. En fait, du stress, tout le monde en a, ça c'est une certitude. Mais c'est surtout, en fait, les causes. Ça m'a permis de développer un espèce de radar je cible à peu près ton blocage, l'irritant qui va être le tien et qui va te conduire à avoir des comportements envers toi qui sont pas bons. Comment tu cibles? Tu poses des questions? Alors, je questionne beaucoup, je suis très curieuse, donc je pose beaucoup de questions. Mais je travaille avec des outils qui sont top aussi en termes de coaching. On a l'énéagramme qui permet d'avoir une grille de lecture des motivations de la personne, des irritants, quel mécanisme de défense tu vas mettre en place. La nourriture, c'en est un, hein, vraiment. Ouais. Ce mécanisme de défense, tes angles morts, comment tu te comportes avec les autres. On a invité ici, auparavant, une nutritionniste qui s'appelle Angélique Bigot, je vous invite à la regarder. Je la connais. Et qui nous disait aussi qu'en fonction de la forme du visage, il pouvait y avoir des signes. Est-ce que c'est le cas aussi par rapport à ton activité? Alors, ou pas trop? Je dirais pas que c'est dans la forme du visage. On peut moins... après, la psychomorphologie, ça reste universel. Hein. Mais plus dans ton comportement non verbal. Comment tu vas te tenir? Comment tu vas aborder les gens? Quel type de stimulation tu peux avoir. Donc ça va être quand même assez perceptible. On est, si je ne me trompe pas, la génération la plus stressée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois qu'il y a un vrai, et ça c'est important de le dire, il y a un vrai intérêt pour la psychologie, pour les émotions, pour tout ce qui va être intériorisé. Sauf qu'en fait, on vulgarise pas assez les outils pour en faire quelque chose. C'est-à-dire on invite les gens à l'introspection, à se poser des questions, de savoir comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, etc. Mais après, on fait quoi? Ah, tu veux dire la connaissance de soi, et puis c'est ça? On invite, la société invite ça? On invite à se poser des questions, et c'est très bien. Santé mentale, qualité et conditions de vie au travail, c'est super et c'est important, mais après, on fait quoi?
Il y a quoi comme outil Et tu penses que c'est ça qui fait qu'on est plus stressé parce qu'on est plus conscient de ses émotions? Je pense que les générations précédentes se posaient pas autant de questions sur leur bien-être. Ce problème-là. En fait, il n'y avait même pas le problème de l'émotion. C'était factuel. C'était on doit faire un truc, on le fait, puis c'est ça. Le mode pilote automatique était beaucoup plus présent, en fait. Plus présent. Il y avait moins d'intellect. Mais tu ne penses pas que le rythme aussi s'est beaucoup accéléré? Alors, c'est-à-dire que c'est pas que l'introspection qui a provoqué ça. Je pense que effectivement, il y a tout un tas de rythme de vie, de conscience du stress écologique aussi. Il y a quand même eu un changement social quand même grandissant là, depuis 30 ans, depuis 30, 40 ans. On ne vit pas de la même manière qu'on vivait, que vivaient nos grands-parents, par exemple. On ne vit pas de la même manière. Il y a eu aussi la période Covid qui a aussi beaucoup favorisé aussi la conscience d'être isolé, donc de se poser des questions sur ses émotions, de son rythme de vie. Mais je pense qu'aussi, les gens ne se posaient peut-être pas autant de questions. Et aujourd'hui, c'est bien de se les poser. C'est bien de les prendre en compte. Mais c'est surtout bien de comprendre qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'outils, il y a plein de... Ouais, c'est une chose d'identifier un problème. Et si on n'a pas de solution, mais comment déjà qu'on sait qu'on a un problème? Parce que c'est la base de la base. Comment on sait qu'on a un problème? Je pense que déjà, si tu sens une forme de mal-être corporel, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que autant nos émotions, notre psychologique peut nous jouer des tours, notre perception des situations peut être très altérée, autant le corps, lui, il n'y a pas de biais en fait. Il va nous dire tout de suite quand ça ne va pas. On le sent, la boule au ventre, on a la gorge serrée, on ressent des tensions dans le corps. C'est très clair en fait. On a des messages tous les jours. Donc c'est travailler à conscientiser en fait ces messages-là. Et une fois que tu as conscience de ça, quelle est la prochaine étape? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je cherche à savoir que veut me dire mon corps déjà. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Si je ressens une forme de stress, déjà, je vais travailler à l'identification du stress parce que je peux me sentir stressée toute la journée. C'est bien d'essayer de comprendre pourquoi. Où est le déséquilibre en fait. C'est toujours une question de déséquilibre en fait. Si, je sais pas moi, j'adore mon travail mais je passe tout mon temps au boulot et je suis peu à la maison, je peux me sentir stressée parce qu'il y a cette forme de déséquilibre-là en fait. Et inversement dans d'autres sphères sociales, familiales et autres. C'est important de pouvoir identifier l'endroit où ça cloche. Parce que c'est vrai que souvent, on est tous pareils. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand c'est justement qu'on est dans le bas, on sait rarement quoi faire. On va pas, justement, on se dit, on va pas prendre un Doliprane parce qu'on a mal à l'estomac. Ça vient d'ailleurs. Donc, c'est quoi la prochaine étape d'après toi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose, je pense, avant même d'arriver à l'étape 1, c'est juste de se rappeler, et c'est pas facile, donc c'est pour ça que j'en parle, que les clés ou la solution, on les a déjà. Ça, c'est la première chose. Okay. Parce qu'on a tous tendance à vouloir aller chercher à l'extérieur pour se rassurer, pour être accompagné, il faut le faire. Je veux dire, il y a des spécialistes pour ça, on a des thérapeutes, il y a des médecins, il y a des coachs, des accompagnants, il y a beaucoup de choses. Mais les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Il faut peut-être juste se faire accompagner pour venir les trouver. Ça, c'est important. Tu peux nous donner un exemple? Par exemple, oui, je vais parler de moi parce qu'on parle bien de ce qu'on connaît. Moi, j'allais chercher le réconfort à l'extérieur par de la nourriture, par de la stimulation extérieure, regarder beaucoup de films, lire beaucoup de livres. J'allais chercher à combler le manque, en fait. Au final, j'ai pris le temps, 30 ans c'est long quand même, pour comprendre que il fallait que je développe l'amour de moi, en fait. Que j'apprenne à me faire confiance, que j'apprenne à observer que j'avais de la valeur. Et ça a été un chemin, en fait, de comprendre ça. Et puis, revenir sur ces échecs, c'est très important parce que ça permet, quand tu reviens sur tes échecs, ou on peut les appeler comme on veut, mais de dire « Waouh, ok, j'ai vécu ça, mais... » Regarde comment j'ai réagi et où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai compris de moi? Qu'est-ce que j'ai apporté peut-être aux autres?
Et du coup, tu apprends à te faire confiance comme tu accorderais ta confiance à quelqu'un. Tu te dis, tiens, je vais m'accorder ma confiance parce que je sais le faire aussi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est avec les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, il y a forcément des stéréotypes ou des choses liées à ton activité qui doivent être assez intéressantes. La plupart du temps, on te dit quoi alors par rapport à ça? Parce que moi, j'imagine que les gens, déjà, premièrement, ils ne viennent pas te voir par hasard. Alors, les gens ne sont jamais stressés quand ils viennent me voir. Oui, voilà, déjà, premièrement. On ne l'assume pas. Ouais. Parce que peut-être qu'ils ne le savent pas ou peut-être qu'on ne le sait pas. Alors, je pense qu'on l'associe à la peur. Ah oui, c'est très tabou. À la faiblesse. Et personne ne va être faible. Oui, c'est très tabou. Surtout que principalement, j'accompagne des dirigeants, des dirigeantes ou des gens avec des fonctions managériales, etc. Donc, le stress, c'est... pour les autres, en fait. Ils doivent montrer une certaine posture. Et ça, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils viennent en priorité te voir? Parce qu'il y a forcément des gens qui vont nous regarder, qui vont se dire ouais, non, moi ça va. Jamais. Moi, ça va. Alors, bon, j'aime pas faire des généralités, mais quand même, il y a des gens qui viennent en disant écoute, je viens de voir ou je viens rencontrer ActiStress parce que mon mari ou ma femme m'a dit si tu fais pas un truc... on divorce, quoi. Donc, oui, d'accord. Bon, ça, c'est le premier ultimatum. Truc. Ah, ok, d'accord. Et du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu creuses un peu. Visiblement, je suis insupportable, quoi. À la maison, je suis insupportable. Je crie ou j'ai des petites manies, des tocs un peu. Il faut que les trucs soient comme ça et puis pas comme ça. Ou... je suis tellement en compulsion, à fond dans mon boulot, que j'ai plus de temps pour ma famille. Donc, il y a le côté, je viens parce qu'on m'a dit de venir. D'accord. Puis quand tu commences un peu à creuser, la personne te dit, ouais, c'est vrai que je suis quand même mal fatiguée. C'est un peu comme une histoire où On préfère dire que je suis fatiguée que je suis stressée quand même. Tu penses que les TOC sont une conséquence du stress ou du mal-être personnel ou ce sont des maladies? Alors, ce sont des maladies. Mais il y a quand même une forte anxiété, en fait, qui est présente quand il y a des TOC. C'est une façon de se réconforter. Parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de TOC, parce que moi, j'essaye de comprendre, je trouve ça dommage. Ouais. L'enfant, il est stressé. Ah oui, mais on peut être stressé. Il y a des enfants qui naissent stressés, quoi. C'est-à-dire qu'in utero, si l'enfant a un environnement avec une maman qui a été très stressée... il naît en étant tendu, en fait. Le stress, c'est vrai qu'on nous le vend très souvent et c'est ce qu'on exploite aussi en termes de réflexion, c'est que ça nous est souvent vendu comme quelque chose de très psycho-émotionnel. Mais au départ, le stress, il est vraiment corporel. C'est le corps qui se tend. Mais il y a du bon stress aussi. Et du mauvais stress. On dit souvent ça. Justement, voilà, c'est vraiment on va dire, la manière d'expliquer le stress par ActiStress, c'est de dire qu'il y a une forme de bon stress et une forme de mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui va t'envoyer un peu de dopamine, t'es stimulé, t'as envie d'y aller. Tu vois, tu fais quelque chose que tu connais pas ou t'es dans un projet, t'as envie. Ok, la dopamine, ça c'est bon, c'est du bon stress. Celui qui te pousse à être courageux, ça c'est du bon stress. Par contre, le mauvais stress, c'est celui qui va te pousser à avoir beaucoup d'anxiété. C'est celui qui va te faire procrastiner, celui qui va tellement te tendre que tu deviens très rigide aussi et peu flexible en fait avec les autres. Et c'est lui qui te met en pilote automatique. Au départ, c'est bien parce que c'est pour te protéger. Mais quand tu es trop longtemps en pilote automatique, c'est là où ça devient dangereux. Tu te déconnectes à toi-même. Oui, totalement. Et après, qu'est-ce que ça fait ? Poussé à l'extrême, hein, je grossis le truc, ton corps, il te dit stop, et c'est le burn-out. Maladie aussi ? Ça peut développer des maladies ? Oui. En fait, il y a une phase, en fait, si tu veux, quand tu es en stress prolongé, tu produis beaucoup de cortisol, donc anti-inflammatoire naturel. Donc en soi, c'est bon parce que ça te permet au départ de faire face, tu es en mode survie. Sauf qu'au moment où tu t'arrêtes, soit tu pars en vacances ou tu es en week-end, ça redescend. Tu tombes malade, dis donc. Qui n'est jamais tombé malade veille de vacances ou week-end, etc. Parce que tu es moins stressé, donc ton cortisol, il descend. Et là, en fait, tu prends tout dans la tronche, quoi. Parce que ton corps, il te donne son vrai état des lieux, quoi. Il te dit, OK, pendant, je sais pas moi... 6 mois, 1 an, machin, tu m'as mis en mode à fond. Aujourd'hui, je suis plus à fond. Ouais. Du coup, voilà la note, en fait.
Et donc toi, tu n'es pas ni médecin ni pharmacienne. Eh bien alors quand, par exemple, si je viens te voir, combien de temps tu m'accompagnes et quel potentiel résultat je peux espérer obtenir? Alors, ça dépend aussi de ton besoin. Ça dépend si tu viens me voir parce que tu as un besoin particulier. Je sais pas moi. Ma femme va me quitter si je viens pas te voir. Bien, alors je ne suis pas non plus conseillère conjugale. Non, mais par rapport à l'histoire que tu as racontée tout à l'heure. Alors, déjà, j'établis un peu un diagnostic en essayant de voir si déjà tu as bien conscience de tes limites. Parce que ta femme te dit de venir me voir, mais est-ce que toi, tu es conscient? Ou est-ce que tu me dis, ouais, elle exagère? Mais en fonction de ma prise de décision, si je te dis oui, tu me dis quoi? Et si je te dis non, tu me dis quoi? Alors, si je te dis non, je te dis merci, au revoir. D'accord. Oui, donc ça s'arrête. Tu peux pas. En fait, tu ne peux pas travailler avec des personnes qui ne peuvent pas se rendre compte. C'est ça? Il faut accepter déjà. Ouais. L'accompagnement, que ce soit en coaching ou autre, c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que si toi, tu estimes ne pas avoir de problème, je peux prendre un temps pour discuter avec toi et essayer de te faire prendre conscience qu'il y a des choses qui seraient améliorées. Généralement, ça fonctionne assez bien. Mais sinon, ça marche pas. Oui. Donc, si tu me dis ça, je te dis, on se reverra certainement à un autre moment où tu seras prêt. Souvent, c'est une question de timing aussi. Il y a des gens qui ne sont pas toujours prêts à se remettre. Faut assumer. Ça peut bousculer, en fait. C'est comme aller voir finalement une psychologue, un psychiatre. Voilà, c'est ça? Ouais, tu parles de toi. Non, mais c'est ça, finalement. Oui, on est un peu dans le même ce que cas moi, je voulais demander, c'est que ton accompagnement, il est de quel ordre? Est-ce que tu vas prescrire faire du sport, boire de l'eau, des choses comme ça, ou c'est vraiment de la discussion? Alors, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que on va, par la discussion, faire émerger ce qui peut être limitant pour toi. Et à quel point c'est important pour toi de venir le travailler. Parce qu'il faut que ça soit important, sinon tu vas le prendre un petit peu comme un peu à la légère. Et oui, il y a des recommandations d'hygiène de vie, ça c'est important, quoi. C'est prendre en compte qu'on n'est pas juste une tête posée sur un corps et que en fait tout ça, ça fait partie de la même chose, un peu comme Angélique pouvait le dire. Voilà, il y a quelque chose de très global à prendre en compte quand on fait face à ses limites. Ok, ça cloche à tel endroit. Bon, très bien. Qu'est-ce que je mets en place pour moins souffrir? Comment je peux améliorer mon quotidien? Et comment surtout je peux accéder à mes ressources? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a plein de ressources. Et c'est bien de pouvoir les utiliser. Oui, si elles sont là. Ouais. C'est quoi qui te guide alors aujourd'hui? C'est quoi la vision que tu en as de ton activité, de là où tu veux aller? Ma mission, je le vois vraiment comme une mission. Souvent, on me dit mais tu t'appelles Harmonie, t'as changé de prénom pour faire ce métier. Pas du tout. C'est vrai que c'est plutôt original, j'avoue. Donc non, ce n'est pas un nom de scène, c'est vraiment mon prénom. C'est vraiment de permettre aux gens de mettre du sens dans ce qui leur est arrivé, en fait. Quand il y a eu un obstacle, il y a eu quelque chose de dramatique ou en tout cas quelque chose qui leur a fait changer profondément leur façon de se percevoir. Amener du sens là-dedans, c'est important. Et du coup, moi, je passe vraiment par l'intelligence émotionnelle pour aiguiller, en fait. Moi, je voulais savoir pourquoi tu travailles avec les dirigeants. Pourquoi les dirigeants? Pourquoi pas un autre public? Alors, je travaille aussi avec des particuliers. Je ne travaille pas qu'avec des dirigeants. Mais principalement, oui, il y en a beaucoup. Alors, ça s'est fait quand j'ai rencontré donc, Lionel et Stéphanie d'Actistress, où eux, vraiment, principalement, ils travaillent avec dirigeants fonction managériale. Et j'ai appris, en fait, à découvrir le système nerveux, comment il influence nos comportements, comment on peut travailler dessus pour se libérer de ce côté chronique du stress. Donc ça a été principalement comme ça que j'ai développé mon coaching autour des dirigeants, mais aussi avec les particuliers. L'avantage, entre guillemets, et ça ne veut pas dire que c'est péjoratif pour les personnes qui ne sont pas dirigeants du tout. Ça m'a permis de me rendre compte que certains types de profils et les dirigeants, ça va très vite en fait en termes d'accompagnement en coaching parce que ils sont habitués à la prise de décision.
Oui, d'accord. Donc ça va beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide dans le mode de fonctionnement. En fait, ça va très vite. Très, très vite. Après, il y a des particuliers qui ne sont pas dirigeants, dirigeantes, et ça va très vite aussi. Oui. Mais ils ont l'habitude de, OK, il y a un problème. Une fois que tu leur montres le schéma qui les mène à la solution, sans leur dire quelle est la solution, parce que ça t'appartient. Je donne jamais de conseils. J'accompagne, mais je donne pas de conseils. Et ça va très vite après. Mais finalement, tu laisses parler les gens, c'est ça ? C'est les gens qui donnent qui leur... font le taf. En fait, non, mais clairement, c'est eux qui donnent des éléments de réponse. Ouais. Toi, tu es là pour finalement leur faire dire ce qu'ils savent déjà. J'aime bien dire que moi, j'ai toutes les questions à tes réponses. C'est comme un coach. Les coachs, ils posent des questions, mais ils ne te disent pas quoi faire. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est lié à une position de leadership. Les leaders sont habitués à devoir réagir vite, à devoir prendre des décisions. Donc, dirigeant ou pas, je pense que dès que tu es un dirigeant, chef d'entreprise ou pas, dès que tu es un dirigeant, tu développes une certaine aptitude à rebondir rapidement parce que tu trouves des solutions. C'est souvent qu'on est face à des problèmes journaliers. Enfin, tout le temps, on a des problèmes, quoi. Donc, on est obligé de trouver des solutions. Alors, parfois, et c'est un peu dommage, et c'est ce que je travaille aussi beaucoup avec eux, tu apprends à raccourcir ta phase de réflexion. Tu réfléchis moins longtemps. Tu décides très vite parce que tu n'as pas le temps, en fait. Donc, toi, tu recommandes de raccourcir cette phase de décision ? Ah non. Je recommande de passer du temps quand même à réfléchir au sujet. Mais comme le rythme de vie est quand même accéléré, on prend l'habitude de réfléchir un peu moins longtemps, agir assez rapidement. Donc la recommandation, c'est quoi ? De réfléchir plus vite ou de réfléchir plus... Pas de réfléchir plus vite. Il veut savoir. Il est déjà dans la décision. Je suis déjà en burn-out, moi. Il est déjà dans la décision. Ça y est, je suis perdu. Écoute, t'as mes coordonnées maintenant. Bon, écoute, je vais taper juste après. Hein. Non, c'est important. En fait, chaque chose en son temps, et c'est ça qui est important. C'est qu'on ne peut pas raccourcir le temps. Tu ne peux pas aller directement à l'objectif ou au succès. Il y a un rythme pour chaque chose. C'est prendre le temps, en fait, de respecter ce rythme-là, en fait. Tu vois, la nature, tu plantes une graine... Si tu es à côté en train de te dire vite, ça ne va pas pousser plus vite. Oui, ça ne marche pas plus vite, oui. Mais c'est pas évident de trouver ce bon rythme. C'est pas évident. Et je pense que dans la posture d'un dirigeant, moi aujourd'hui, je pense que mon travail de dirigeant, c'est résoudre les problèmes. Oui. Et plus tôt je les résous, mieux c'est. Donc c'est un système de fonctionnement qui est supposé me servir. Et quand tu me dis de le transformer, c'est peut-être pas évident. Et puis même ralentir, oui, mais pas trop, parce que sinon je passe de l'autre côté. Comment trouver le juste milieu ? Alors, il faut que ce soit adapté. C'est de l'apprentissage. En fait, c'est important que ce soit adapté aussi à ton entreprise, à ta personnalité. C'est pas un temps à respecter qui est le même pour tout le monde, en fait. En fonction de ton profil, de ta manière de percevoir les situations, ça va être différent. C'est-à-dire que plus tu vas avoir conscience de comment tu te comportes, et mieux c'est. C'est-à-dire que tu vas avoir des profils comme moi, par exemple. Grâce à l'énéagramme, je sais que je suis plutôt une visionnaire enthousiaste, donc je vais avoir tendance à me précipiter, à aller vers la stimulation, un peu comme toi. Une fonceuse. Voilà. Et puis tu as envie, en fait, de découvrir. Donc je sais que je vais pas réfléchir longtemps, je vais y aller tout de suite, en fait. Et des fois, je me dis, peut-être que j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu et d'y réfléchir à 2 fois. Évaluer les risques. Mais maintenant que j'ai conscience de ça, je sais que parfois, je me freine, je prends le temps et j'apprécie parce que... Oui, mais c'est des tempéraments. Parce que finalement, tu te dis ça, mais peut-être que tu le fais encore. En tout cas, moi, je le fais. Hein. Moi, j'essaye d'abord, je vois après. Hein. Et c'est vrai qu'être confronté à une personne qui fonctionne différemment, donc qui est dans la réflexion, c'est bien. Moi, je trouve d'avoir une personne comme ça, parce que moi, je vois, c'est bien, je veux ça. Tu dis, oui, mais est-ce que tu as regardé tout, les retours, les trucs et tout, et puis là, tu es là, ah ouais, quand même. Justement, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est un thème de discussion que je peux avoir avec les gens que j'accompagne, c'est de regarder qui les entoure et de se nourrir des profils qui sont autour d'eux.
Moi, je sais que, par exemple, tu vois, quand je travaille avec... Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait que tu t'entoures avec moi, Tessine. Je suis une consultante en stress. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse le podcast ensemble. Oui. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'inné en fait, en chacun dans la manière d'appréhender les situations. Et peut-être que toi, c'est ça aussi, tu vois. Et voilà, on a une nouvelle vocation. Et comment tu vois les tendances liées à ton activité ? Parce que déjà, je pense qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais... Ça fait très très longtemps que ça existe. Sauf que ça fait peu de temps qu'on voit ça comme une solution. Mais ça portait quel nom ? Coaching. D'accord. Ouais, c'était du coaching. Après, il y a quand même vachement d'a priori sur cette profession. Ouais. Méconnaissance. Je pense que aujourd'hui, ça a changé, mais avant, tu parlais de déstresser, on pensait à Bouddha tout de suite. Ouais. Zen. Ouais, va méditer un petit peu. Et puis c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des tips ? Parce que on a tous un petit peu des sessions de stress. Et parfois, sur le coup, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses qu'on peut faire pour soit éviter une session de stress ou sortir de là assez rapidement ? Alors, je pense que numéro 1, ça va être d'identifier ce qui me stresse. Parce que des fois, on est tellement enfermé dans son stress. On est conscient d'être stressé, mais au final, après, il y a plein de choses qui se rajoutent et on ne sait même plus au départ ce qui a commencé à nous stresser. Donc déjà, de savoir ce qui nous stresse. Faire un point sur ce que je ressens, en fait. Quelle émotion je ressens ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que je suis déçue ? Parce qu'en fait, c'est important de prendre conscience de ce qui m'anime, en fait, pour pouvoir agir dessus. Sinon, je ne peux rien faire. Je vais passer un peu à côté de ce qui m'a déclenché ce stress-là. Faire un point sur ce que je ressens, ça, c'est important. Et puis, si par exemple, imaginons, je sais pas moi, je suis frustrée. OK. Qu'est-ce qui m'a frustrée ? Et après, il y a le passage à l'expression. Il faut que j'exprime, en fait, ce qui me frustre, ce qui me tend, le pourquoi. Il faut toujours aller au bout, en fait. Il y a une chaîne d'action à mettre en place quand on ressent une émotion et que ça provoque après du stress. C'est de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a stressé ? C'est ça. Bon, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, une situation qui m'a frustrée... Bon, parfois, on ne peut pas toujours dire les choses aux gens, mais je peux, moi, verbaliser. Soit je vais, dans ma voiture, crier un bon coup, soit je vais aller mettre quelques coups dans un sac de frappe, ou je vais écrire, en fait, tout ce que j'ai à dire. Je vais vider mon sac, en fait. Ouais. Vider mon sac, c'est très physique, on sait. On a besoin de vider, en fait, ce qui nous... Est-ce que les techniques de respiration peuvent aider, accompagner ? Est-ce qu'on parlait de Bouddha tout à l'heure, évidemment. Mais l'idée, c'est pas de faire ça, mais peut-être on sait que la respiration peut aider justement à atténuer un peu cet effet de stress. Oui. Alors, la méditation, les techniques de respiration, tout ça, en fait, ça fonctionne. Sinon, on n'en entendrait pas autant parler comme on en entend parler. Je pense que c'est important de comprendre qu'on ne peut pas que s'adresser à la tête, quoi. Et c'est aussi le message qu'on envoie avec ActiStress, c'est que ça ne s'adresse pas qu'à la tête, il faut t'adresser aussi au corps. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de ton corps et évacuer cette tension qui s'est accumulée dans ton corps, parce que quand tu es tendu, c'est ton corps qui est hyper rigide, hyper... Et comment on fait ça ? T'es pas bien. Alors, activité physique, ça c'est important. De préférence quelque chose qui te plaît, hein, ça c'est mieux. De préférence quelque chose qui va stimuler des mouvements peut-être que t'as pas l'habitude de faire, en fait. Hein, la boxe, excellent pour vider la colère, la pression, ça c'est top. La danse, c'est bien aussi parce que du coup, tu viens chercher un peu d'émotionnel aussi en même temps, donc ça c'est pas mal. Mais pour revenir à la méditation, si tu travailles... Donc, on part du principe que tu fais un peu de sport, que tu te bouges un peu, tu peux même marcher en forêt, etc. Ok, ça c'est top. La méditation, respiration, ça fonctionne. Tout ce qui va être visualisation positive, moi j'encourage vraiment à pratiquer. Y a quand même des études en neurosciences qui sont faites régulièrement et qui montrent que quand tu vas imaginer, visualiser quelque chose de positif, c'est la même zone de ton cerveau qui s'allume
que quand tu fais vraiment l'action. Les sportifs l'utilisent. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une image que tu vois et une image que tu imagines. Si je ne me trompe pas, les coachs, justement, l'utilisent pour des sportifs, en prépa mentale, pour leur dire, tu le vois, tu vas gagner, tu seras premier. Ouais. Et ça, alors évidemment, ça ne fait pas tout, mais ça peut aider. Combiné à l'entraînement, à la conscience de toi, de ce que tu veux, de comment tu te sens, ça fait quand même un bon chemin. Un bon combo, quoi. Ouais. C'est quoi l'héritage que tu veux construire, toi, de ton côté c'est quoi l'objectif que tu en as là-dessus, de ce que tu veux laisser Pourquoi tu te réveilles le matin? Je me réveille le matin. Ta morning routine. Ma morning routine. Alors, je me réveille le matin et je me dis à chaque fois que ça va être pour moi une opportunité pour construire des choses, en fait, développer, éveiller parfois des consciences sur ok, en fait, la solution, je l'ai déjà en moi et je vais me mettre à l'action. C'est vraiment le passage à l'action. Mettre du sens et passer à l'action, c'est quelque chose qui est devenu quasiment une obsession pour moi. Je dis toujours que l'action, c'est vraiment la petite sœur des rêves, quoi. C'est de passer à l'action. Et passer à l'action, parfois, il manque pas grand-chose. Juste la conscience que tu as déjà les ressources en toi, en fait, pour y arriver. Ouais, moi, j'ai découvert qu'il y avait un process, c'est je rêve, mais je rêve bien. C'est-à-dire les détails, je vis la chose. Ensuite, j'établis un plan et je passe à l'action à fond. Et ça, je pense que c'est un cercle qui fait que plus on avance, plus on est heureux, au fait. Et donc, le rêve, c'est quelque chose que souvent on a ignoré. On a dit, ouais, c'est pour les enfants, mais c'est la base, ça crée notre vie. C'est important de stimuler ton imagination, parce que déjà, ça fait du bien. C'est bien de rêver qu'on est, je sais pas moi, à Hawaï, super, sur la plage. En fait, ça stimule tout de suite, tu vois l'émotion. Je disais, vous êtes là, ouais. Donc en fait, ça stimule une émotion qui est déjà super agréable pour toi. Et oui, donc effectivement, plus tu peux dans ta visualisation détailler ce que tu portes, l'ambiance, l'odeur autour de toi, quelles sont les personnes autour de toi, ce que tu fais, plus tu vas détailler ça et plus en fait tu vas te mettre en condition d'avoir l'état d'esprit pour y arriver. Parce que si tu gardes un état d'esprit où tu n'es pas encore dans cette situation, c'est compliqué d'y aller en fait. Donc tu vas adapter ton état d'esprit à la situation que tu veux aller chercher. Tu programmes ton cerveau, quelque part. C'est une programmation, quoi. C'est tout ce qu'on appelle neurohacking, etc. Tu vas hacker un peu ce que fait la PNL aussi. Tu prépares en fait ton cerveau à ce que tu veux pour toi. Et toi, personnellement, comment tu fais pour gérer justement ton côté pro avec ta vie perso ? C'est la difficulté, je pense, que beaucoup rencontrent. C'est que je le vis pas comme un travail, c'est vraiment une passion. Donc, oui, tu te lèves pas le matin en disant je vais travailler. Oh là là, bah non, pas du tout. Non, mais évidemment pas. Mais nous c'est évidemment que nous c'est pareil. C'est pareil. Mais comment c'est justement un piège parce que plus tu vas être passionné par ce que tu fais, plus tu vas être engagé. Si en plus c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton projet, plus tu vas être investi. Et du coup, plus il faut faire super attention parce qu'il y a beaucoup moins de limites entre en fait, tes niveaux de fatigue, en fait, parce que tu es tellement stimulé, tu es dedans. Tu fais pas attention et du coup, ton corps, lui, par contre, il a de vraies limites. Donc, il faut faire très attention. Et donc, moi, j'ai des garde-fous, en fait, un peu partout, qui font attention à mon degré d'investissement. C'est-à-dire que moi, j'ai dit très clairement à mes filles, bon, si vous voyez que je suis en mode dingo de projet, je suis à fond tout le temps, que vous me voyez, je suis un peu en mode Speedy Gonzalez, mais que je vous dirai j'adore ma vie. Ouais. Maman, calme-toi. Tu veux pas t'asseoir un petit peu? Mais si tu dis que t'adores ta vie, tant mieux. Oui, mais il y a le côté hyper compulsif, tu sais, de... Ah oui, de trop être speed. Tu t'arrêtes jamais, en fait.
t'es en shoot de dopamine. Donc ça, c'est un garde-fou, et t'en as un deuxième Alors, mes collègues aussi, hein, les gens avec qui je travaille chez ActiStress, voilà, on est très au courant tous des profils en même Ennéagramme, temps, oui. les uns des autres. Pour ok, veiller toi, sur t'es plutôt visionnaire enthousiaste, toi, t'es plutôt meneur actif, toi, t'es plutôt comme ça. Donc, on a bien conscience des limites et des qualités de chacun. Donc, on va faire attention. Et on va se dire, ok, là, ça va, je te sens un peu comme ça. Et comme on sait qu'on se connaît bien, ouais, non, t'as raison, je crois que je suis partie un petit peu dans les tours. Et puis, les amis aussi, tes amis, ils apprennent à te connaître aussi, et tu leur dis, quand tu me sens à fond, s'il te plaît, rends-moi service. Dis-le-moi. Et dis-le-moi. Parce que, en fait, il y a un dirigeant, il n'y a pas très longtemps, et un ami qui m'a dit, c'est une course de fond, c'est pas un marathon. Ouais. Et ça, je me le rappelle très souvent. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Parlons de société, parce qu'on est d'accord, on stresse. Enfin, moi, je vais en Asie, il y a beaucoup de gens qui se suicident par rapport au stress, au travail. Mais ça, c'est partout dans le monde. Hein. Tu penses que ça va évoluer comment ? Parce qu'on est de plus en plus dans la prise de conscience de l'impact que ça a sur notre santé. On veut de plus en plus séparer la vie pro de la vie perso. Avant, c'était le pro et puis on mettait le perso à côté. Comment tu penses que ça va évoluer ? Est-ce qu'on va être de plus en plus stressé à l'avenir ou parce qu'on a cette conscientisation, ça va s'améliorer ? Qu'est-ce que tu penses ? Je croise les doigts pour que ça s'améliore. J'ai envie de dire que oui, parce que je suis plutôt optimiste. J'ai envie de dire que oui, si on arrête de croire qu'on peut compartimenter les choses. On ne peut pas faire des boîtes. Toi, tu penses qu'il ne faut pas compartimenter, il faut faire un tout, c'est ça ? Parce que on a à toutes quel les... moment on se coupe en deux et on dit, bon, c'est cette partie qui va aller au travail et c'est cette partie-là qui rentre à la maison. On est une personne. Non, mais bien entendu. C'est vrai que souvent, ça. La plupart du temps, c'est ce qu'on entend. Alors, on entend beaucoup ça, mais beaucoup moins maintenant. Maintenant, on entend quand même beaucoup plus le fait d'être aligné avec soi-même, avec ses choix, avec son travail, etc. Donc, ça devient de plus en plus présent que on coupe pas la personne en deux, on compartimente pas. Je pense que le fait de rechercher cet alignement, à être aligné, à avoir un métier qui te plaît, même si des fois, oui, on est obligé d'avoir un job alimentaire, j'en ai eu moi aussi, et c'est comme ça en fait. Mais d'aller chercher à t'épanouir, ou alors, si tu es très OK avec avoir un boulot alimentaire et puis avoir un super temps dans ta vie perso, mais à partir du moment où tu es OK avec tes choix. Oui. Donc, j'espère vraiment que oui, ça vise à s'améliorer. Plus les gens auront conscience de ce qu'ils veulent vraiment, de ce qui leur fait du bien, de nourrir leurs besoins, et déjà, ça fera un bon taf, quoi. Je pense qu'il y a une dimension liée à notre identité. Est-ce que tu es ton travail ? C'est-à-dire est-ce que, par exemple, Nicolas, tu te définis comme président d'une société ? C'est ton identité première. Si c'est ton identité première, tu vas passer plus de temps à vouloir préserver ou perfectionner cet aspect-là que les autres. Mais plus ton identité, elle est équilibrée, c'est-à-dire que tu sais que tu es un père, tu sais que tu es un mari, tu sais que tu as ta boîte, tu sais que tu as un fils, tu veux plus diviser ton énergie dans ces différentes choses. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est encore plus vrai quand tu es chef d'entreprise. Puisque tu as une vraie confusion entre ton rôle, ta fonction, ce que tu es, oui, tout est mélangé. L'image de toi, celle qu'on doit avoir à la maison, celle et puis il faut faire du branding, collaborateurs, et puis l'image que tu envoies sur LinkedIn. Exactement. Faut être parfait, quoi. Faut être parfait. Et donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas la baguette magique qui fait qu'avec LinkedIn, tu seras parfait. Mais, encore une fois, si tu fais quelque chose que tu aimes, c'est beaucoup plus facile d'être aligné avec toi-même, quand tu fais attention aussi à ta fatigue, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pression, en fait, sur les épaules des gens. Et effectivement, tu te dis, faut pas que je sois comme ci ou trop comme ça.
Tu parles d'identité, c'est vraiment ça. Hein. Dès l'enfance, en fait, on dit... voilà, alors surtout tu restes bien assis à l'école et puis tu parles pas trop fort et puis tu dis pas trop quand t'es pas d'accord. Alors parfois tu tombes quand même sur des gens qui sont pas comme ça et heureusement qui laissent s'exprimer la personnalité de la personne. Mais plus tu vas aller vers ce que t'es, aller vers ce qui te fait du bien, quand tu conscientises bien ce que tu veux, plus c'est confortable en fait. D'accord. Tes accompagnements, ils durent combien de temps à peu près ? Alors, ça dépend. Il y a des accompagnements qui peuvent... ça peut être très bref, en fait. Des fois, tu as des gens, ils ont juste besoin... d'un déclic. Juste, en gros, vers où j'ai besoin d'aller. Et ils aiment bien faire le boulot tout seul. Donc, en fait, ça peut être entre 3-5 séances, quoi. Ça peut être assez rapide. Et puis après, il y a des accompagnements un petit peu plus longs. En général, les processus de coaching, c'est une dizaine de séances. C'est des coachings qui sont distanciels, présentiels ? Alors, ça marche comment ? Il y a des gens, ils ne supportent plus la visio en post-Covid. Et du coup, ils ont vraiment besoin de... Contact. De voir la personne, de sentir l'énergie, que tu puisses bouger à côté de la personne. En fait, ils ont Donc, c'est des sessions d'1 heure ? Ouais, c'est 1 heure. Et puis après, il y a la visio. Bon, après, il y a le côté super pratique de la visio. Hein. Tu es chez toi ou au boulot. Bien sûr. Ah oui, entre international. Voilà, c'est pratique. Hein. D'accord. Et puis oui, à l'étranger aussi. Donc, Imaginons qu'on veuille prendre une séance avec toi. Comment est-ce qu'on te contacte ? Alors, sur LinkedIn. D'accord. Sur LinkedIn. Et puis, sur Instagram aussi. J'ai un compte sur Insta. Et sinon, voilà. Donc, tu priorises justement sur cet aspect stress, justement ou est-ce que tu accompagnes en fait, aussi... c'est un peu une double casquette. C'est-à-dire que sur ma casquette où je travaille pour moi, je vais plutôt avoir la casquette émotionnelle, le côté intelligence émotionnelle. Et quand je travaille pour ActiStress, c'est vraiment cette casquette de préparation au stress. De se préparer le système nerveux à travailler cette bande passante pour être moins perméable au stress. Oui, parce que c'est vrai que tu parles beaucoup d'ActiStress depuis tout à l'heure. Ouais, parce que c'est... Mais parce qu'on sait pas ce que c'est. ActiStress, tu peux peut-être expliquer en 2 mots ce que c'est ? Donc, c'est un centre de traitement et de prévention du stress et du burn-out. C'est aussi un centre de formation. Et donc, je travaille aussi là-bas en tant que responsable des pôles pédagogie et accompagnement humain. Donc, je vais construire avec l'équipe de l'accompagnement humain les objectifs qui vont pousser les clients à travailler sur cette bande passante, à travailler sur leur profil de personnalité, aussi avec l'énéagramme, à rendre leur système nerveux préparé au stress. C'est-à-dire qu'un militaire, il ne va pas partir en mission sans être préparé. Oui, parce que il va se préparer. Tu parlais justement d'arriver vers toi quand on est stressé, mais l'ActiStress, justement, prépare avant que ça arrive. Pour justement les dirigeants en devenir, parce que c'est ça aussi. Hein. Ils font du recrutement pour des dirigeants en devenir, pour des grosses places, justement pour essayer de les éduquer, les préparer justement à absorber tout ce qu'ils auront à absorber. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on aimerait être beaucoup plus sur de la prévention. On est encore beaucoup sur du traitement parce que la personne est allée trop loin ou parce qu'elle commence à sentir des limites physiques, les acouphènes, l'arythmie, un sommeil très mauvais, fluctuation de poids, etc. Donc on est encore beaucoup sur du traitement, mais oui, nous on aimerait être beaucoup plus sur de la prévention. On y est de plus en plus maintenant qu'il y a de la QVCT et puis tout ce qui va être RSE, on est quand même orienté là-dessus. Donc on fait de la prévention de plus en plus, donc tant mieux. Ça veut dire que les gens, surtout en France, c'est un peu compliqué d'être plus sur de la prévention parce que c'est très français de prendre le temps de voir venir. Peut-être que non, les gens vont pas être stressés, mais au final... C'est de la mentalité française, et puis c'est comme ça. Après, j'imagine que tout ça s'adapte. En tout cas, merci beaucoup de toutes ces réponses et merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton activité et comment tu as pu surmonter aussi tous les obstacles que tu as pu avoir dans ta vie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Le stress, c'est très important parce que c'est lié à notre santé, donc à notre vie, et aussi l'impact qu'on a autour de nous. Donc, c'était vraiment génial. Merci à vous aussi
de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le podcast, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochains épisodes. Merci encore.